Bonjour à tous, ravi de vous retrouver au Parlement européen à Bruxelles pour une nouvelle émission d'Europe Hebdo. Et dans cette émission, à 3 semaines du scrutin, nous avons décidé de nous mettre à l'heure de la campagne pour les européennes avec des politologues, des journalistes. Dans cette émission, direction l'Allemagne, le bon élève de l'Europe, le champion toutes catégories confondues, un budget et une balance commerciale excédentaire, un taux de chômage sous la barre des 7% et une croissance estimée à 1,8% en 2014. Mais, il y a un mais. Le modèle allemand, c'est là où le bas salaire blesse, avec des travailleurs pauvres qu'attendent ces millions de salariés précaires de ces élections européennes. C'est ce que nous verrons tout à l'heure. Mais avant, un tout autre sujet. À quoi va ressembler le prochain Parlement européen après le scrutin du 25 mai? En attendant les résultats officiels, on a des sondages. Les dernières estimations issues des derniers sondages, c'est tout de suite. Principal groupe au Parlement européen, la droite et le centre, le PPE, auquel appartient l'UMP. Il pointe en tête dans 8 pays, dont l'Allemagne et l'Espagne. Le groupe socialiste et démocrate, auquel appartient le PS, voit lui ses partis en pole position dans 9 pays, dont le Royaume-Uni et l'Italie. L'un de ses chefs, Martin Schulz, est candidat à la présidence de la Commission. Je veux tourner l'Europe dans une autre direction, tourner le dos à ces inégalités insupportables en Europe. Les grands profiteurs, ils font des milliards de profits et ne payent pas de taxes. Et quand ils font des milliards de pertes, ce sont les contribuables qui payent pour eux. Ça, c'est pas juste. La gauche unitaire, dont est membre le Front de gauche, arrive en première place en Grèce. Les écolos atteignent le sommet du classement en Belgique. L'extrême droite fait son meilleur score en France, aux Pays-Bas, en République tchèque, en Pologne et au Danemark. La plupart d'entre eux n'étaient membres d'aucun groupe lors de la dernière mandature, des non-inscrits, comme le Front National. Si le peuple français nous place en tête le 25 mai prochain, le président de la République ne pourra pas ignorer le rejet de la construction européenne qui se sera exprimé. En France, pour l'heure, 2 sondages ont été réalisés dans des circonscriptions françaises. Une enquête IFOP donne Florian Philippot, Front National, en tête dans l'Est, juste devant l'UMP Nadine Morano. Dans le Sud-Est, le rapport est inversé. Selon une autre enquête, l'UMP Renaud Muselier devance le frontiste Jean-Marie Le Pen, loin devant le socialiste Vincent Peillon. Alors, 3 invités m'ont rejoint. François Forêt, bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles. À vos côtés, Tom Weingartner, bonjour. Vous êtes journaliste de la radio publique allemande des Zischer Rundfunk. À vos côtés, Ruth Berschens, bonjour, du quotidien allemand Handelsblatt. Alors, vous venez de voir ce petit reportage, ce sondage, ce premier sondage, ce n'est qu'un sondage. Qu'est-ce qui vous inspire, François Forêt ? D'abord que ça ne va pas être simple de gérer cette diversité après l'élection. À chaud, il y a quand même des éléments intéressants qui ressortent, je crois. On voit tout de même l'influence de la personnalisation du scrutin, liée évidemment au nouveau mécanisme liant la désignation du président de la Commission aux résultats des élections européennes. Voir Martin Schulz, par exemple, tenir un tel discours, accentuer idéologique, notamment en allant vers une gauche un peu plus musclée. Je crois qu'on voit là clairement une dynamique transnationale, parce qu'il n'est pas sûr qu'un tel discours en Allemagne rencontre un accueil tout à fait enthousiaste. Ça, mes collègues spécialistes de l'Allemagne. Vous pensez que Martin Schulz a un discours pour l'Europe, et un discours interne et un discours externe? On voit, et c'est une forme d'européanisation, on voit que les leaders ont conscience que maintenant ils s'adressent un peu plus qu'avant encore à un public européen. Les campagnes restent très nationales, les listes restent aussi très nationales, mais on voit quand même, je crois, ce germe lié à la personnalisation, qui veut dire aussi européanisation. Ruth Berschens, l'Allemagne, le PPE placé en tête en Allemagne. Oui, bon, c'est pas une surprise. Rien de nouveau. C'est pas du tout une surprise, puisque la chancelière Merkel est toujours... elle gouverne déjà depuis 8 ans, 9 ans maintenant. Elle est toujours très populaire en Allemagne. Et c'est dû à ce fait que, les chrétiens démocrates sont toujours largement en tête. Les social-démocrates sont bien derrière, bien en retard. Et c'est pour le candidat Schulz certainement une déception, puisqu'il est un Allemand et il est candidat
au poste du président de la Commission. Et pourtant, ça ne veut pas dire que les social-démocrates auront un succès électoral en Allemagne. Tom Gardner. Oui, je pense c'est tout à fait ça. Mais les partis aussi, les partis eurosceptiques font aussi en Allemagne sont très forts actuellement. Et les partis traditionnels aussi, ils reprennent certaines parties de leur discours. Particulièrement, par exemple, les conservateurs en Bavière font aussi une campagne très eurocritique qui rejette certains côtés de l'Union européenne. Et donc on voit l'extrême droite qui ferait de bons scores donc en France, aux Pays-Bas, en République tchèque, en Pologne et au Danemark. Ça vous inspire quoi? On dit que ce sera le premier parti de ces élections. Alors je dois dire que vraiment ça me fait un petit peur, surtout pour la France, puisque la France est quand même la patrie de la démocratie en Europe, si j'ose dire. C'est la France où s'est passée la Révolution française. Et c'est pour ça que j'ai un peu peur pour la République française, puisque si le Front National arrive vraiment en tête en France, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand même... C'est une image, c'est une catastrophe pour l'image de la France en Europe. Ça serait une catastrophe et ça serait aussi pour l'Europe entière un très mauvais message. Et c'est pour ça, puisque le Front National n'est pas un parti majoritaire en France, c'est un parti minoritaire en France. Et pourquoi est-ce que ce parti peut arriver en tête? Peut-être parce que les gens ne vont pas voter. Et j'espère vraiment, ça c'est vraiment, j'espère fort que les Français vont voter pour empêcher le Front National d'arriver en tête aux élections européennes. François Forest, c'est possible, ces partis populistes, que ces partis populistes soient les gagnants de ces élections européennes? Qu'ils remportent un succès, certainement, c'est indéniable. En même temps, dire qu'il serait, par exemple, le premier parti, c'est déjà dire qu'il serait un parti. Or, je crois que ce qu'on voit aussi, c'est l'extrême diversité de ces forces. Quand on met d'abord la nation en avant, il est compliqué de parler d'Europe. Et pourtant, je trouve qu'il parle d'Europe. Alors, peut-être suis-je d'un optimisme indécrottable, mais on voit aussi que même l'extrême droite doit constituer des alliances, doit intégrer l'Europe comme horizon, même pour la critiquer. Donc d'abord, ce n'est pas un phénomène radicalement nouveau en nature. En degré, certes, bon, ces partis-là étaient présents auparavant. Donc je crois qu'il n'y a pas de rupture. Après, il faudra voir, une fois dans le jeu européen, ce qu'ils vont faire. Moi, je ne suis pas aussi catastrophiste parce que s'ils veulent exister, de toute façon, il faudra composer avec les règles du jeu européen. Mais c'est un signal à entendre, évidemment. Autre question, elle est d'actualité, celle-là. La France a-t-elle une chance de devenir un des bons élèves de l'Europe? La Commission de Bruxelles a donc commencé à examiner le projet de budget de Paris pour les mois et les années qui viennent. Verdict des experts, ils ne croient pas aux engagements du gouvernement de revenir à 3% du déficit l'an prochain. Mais ils reconnaissent qu'il y a un léger mieux. Regardez. Et voici Bruxelles qui douche les espoirs de la France. 3 fois par an, la Commission européenne présente ses prévisions économiques pour les 28 pays de l'Union. Une nouvelle fois, Bruxelles est moins optimiste que la France pour cette année. Elle prévoit une croissance française de 1% comme le gouvernement, mais en 2015 ce sera 1,5% seulement, soit moins que les prévisions de l'équipe de Manuel Valls. Et c'est surtout sur le déficit que la Commission ne fait pas confiance à la France. Il sera selon elle de 3,9% cette année et de 3,4% en 2015. Elle ne croit donc pas à la promesse d'atteindre l'an prochain les sacro-saints 3% du pacte de responsabilité. Pour son premier déplacement à Bruxelles, le nouveau ministre des Finances l'assure, Bruxelles ne sait pas tout. La Commission a fait un travail de prévision à partir d'un certain nombre d'éléments, mais bien entendu pas de la totalité des éléments qu'elle aura à prendre en compte. Et donc une journée de travail comme celle-ci m'est très utile. Elle me permet de décrire précisément tous les aspects du pacte de responsabilité. Point positif néanmoins, la Commission européenne prévoit pour l'an prochain une très légère baisse du chômage. Voilà, et pour être complet sur l'ensemble de la zone euro, la Commission européenne anticipe désormais une croissance de 1,7% pour la zone euro en 2015 contre 1,8% précédemment, donc une anticipation à la baisse. Première question toute simple, est-ce que c'est possible que la France soit sanctionnée?
Oui, c'est possible. Après, on atteint un niveau vraiment politique là. La Commission fait son travail. Hein. Elle exerce le mandat qu'on lui a donné. Est-ce qu'il fallait lui donner ce mandat? C'est l'arme nucléaire s'il est sanctionné, en gros. Elle le fera oui, pas. voilà. Mais après, je crois qu'il y a la dimension proprement politique. Hein. Il y a ce qu'il faudrait faire d'après les textes, et puis il y a ce qu'il ne faudrait pas faire en termes politiques. Donc, comme souvent, je pense que ça va se traduire par un compromis où les intérêts de chacun sont respectés. Mais il faut quand même aussi tenir compte qu'on a pris des engagements, et quand on exige de la Grèce qu'elle respecte ses engagements, la France est d'accord. Quand ses partenaires exigent de la France qu'elle respecte les siens, on renacle. Bon, c'est humain, mais il faut aussi quand même voir dans le long terme. Quel regard on a en Allemagne sur ces engagements pris par la France? Je pense que l'Allemagne, si j'ose dire, perd un petit peu de patience là, puisque on a quand même des règles budgétaires en Europe et on a déjà 2 fois, la Commission a donné plus de temps à la France pour arriver aux 3%. Et maintenant, une 3e fois, est-ce qu'on va donner une 3e fois un nouveau délai? On est impatient en Allemagne alors. J'en suis pas certaine et je pense que peut-être l'Allemagne, ça va dépendre un petit peu de la volonté politique en France de poursuivre les réformes que le président de la République a annoncées. Il y a quand même des réformes que je trouve que ce sont des bonnes réformes. Par exemple, la réforme territoriale, c'est une bonne réforme. Et on va bien vérifier à Bruxelles si la France tient à ses promesses en ce qui concerne les réformes. Et dans ce cas-là, si elle le fait, je pense qu'une troisième reconduite soit possible. Tom Weingartner, une Allemagne impatiente vis-à-vis des engagements français respectés? De moins en moins, je crois. De toute façon, les Allemands, je crois, vont insister que la France va tenir ses engagements. Je crois aussi que ce serait un très mauvais signe pour le pacte de stabilité et tous ces pactes qu'on a fait là dans les dernières années pour restabiliser l'économie. Ce serait un très mauvais signe si les Français échapperaient là à leur engagement et s'ils ne tiennent pas aussi à des sanctions, parce que là, le pacte de stabilité serait mort. Donc on a parlé de ces prévisions de croissance donc à la baisse, une politique donc aussi d'austérité assumée par Bruxelles. Est-ce que c'est pas ça qui va faire des dégâts le 25 mai prochain aux élections? L'austérité budgétaire, vous voulez dire? La politique de rigueur. On voit en Grèce, la gauche unitaire est dans les sondages. Oui, mais c'est vrai que d'un côté, c'est vrai que la politique de rigueur n'est pas populaire. C'est vrai que si on coupe les dépenses publiques, c'est pas populaire, ça c'est évidemment comme ça. Mais d'autre côté, si la dette monte, monte et monte, on a vu pendant la crise de l'euro ce que ça donne. On a vu qu'il y a des pays membres de la zone euro qui n'arrivent plus à se financer eux-mêmes, qui ont besoin du soutien des autres. Donc ça, c'est pas vraiment une voie et c'est pas une bonne chose. Et c'est pour ça, à mon avis, que chaque pays, aussi la France, doit réfléchir comment gérer sa dette publique. Et on voit bien que cette politique ne fonctionne pas. On voit que la France a un déficit bien supérieur à ce qui est permis et la croissance est tout de même pas là. Alors ça ne fonctionne pas. Justement, parlons de l'Allemagne. Il s'agit du bon élève de l'Europe, le champion toutes catégories confondues. Donc un budget et une balance commerciale excédentaire, un taux de chômage sous la barre des 7%, une croissance estimée à 1,8% en 2014. Mais le modèle allemand, c'est aussi les mini-jobs et les bas salaires. Quel est le prix de cette compétitivité exemplaire en zone euro qu'attendent ces millions de salariés précaires, pauvres, de ces élections européennes? Regardez le reportage de Germain Andrieux. Voici le bon élève européen, le modèle allemand. Ici, le salaire minimum a été voté, mais n'est pas encore appliqué. L'Allemagne, c'est 8 millions de salariés gagnant moins de 8 € brut de l'heure. L'autre visage du miracle allemand, ce sont les mini-jobs, 15 à 20 heures de travail hebdomadaire pour 400 € par mois. Il y a beaucoup de personnes ici avec un mini-job, mais il vaudrait mieux qu'ils trouvent un vrai boulot, avec un vrai salaire. Les employeurs préfèrent surtout donner des mini-jobs, car pour eux, c'est moins de contraintes. Si l'Allemagne est en bonne santé économique, c'est aussi grâce à sa réforme du marché du travail en 2003 avec Gerhard Schröder.
Dans ce centre sportif, ce patron emploie une partie de ses salariés grâce au contrat mini-job, une souplesse indispensable pour son activité. Mon point de vue, c'est que tout cela a apporté plus de possibilités et de flexibilité aux entrepreneurs. Mais cela a aussi permis à des personnes au chômage ou en situation précaire de retrouver un emploi. Ces mini-jobs, Elisabeth les connaît par cœur. Informatique, centre d'appel ou restauration, pour elle c'est toujours le même contrat et elle vient de perdre son dernier emploi. Voilà, c'est le restaurant dans lequel je travaillais avant. Je travaillais ici comme serveuse, j'ai aussi aidé un peu en cuisine. Je gagnais 7 € de l'heure sans compter les pourboires. À l'arrivée, ça faisait un salaire correct, mais pas fantastique. Déçue mais pas inquiète, retrouver un travail ici n'est pas vraiment difficile. Il suffit de franchir la porte d'un job center. Ici, vous avez la description du poste et les compétences requises. Et voilà votre salaire, 450 € par mois. Et vous pouvez me dire combien je vais gagner par heure? Non, ce n'est pas indiqué. Les inconvénients, ce sont surtout les conditions de licenciement, l'assurance maladie, les vacances. En fait, on n'a aucun droit et on doit souvent changer de job. En ce qui me concerne, j'ai déjà été licenciée ou j'ai dû arrêter parce que les horaires ne m'allaient plus. Bref, il faut toujours rester flexible. Au-delà de cette flexibilité des mini-jobs, le secret de la compétitivité allemande, ce sont aussi les millions d'emplois non qualifiés et payés bien en dessous du salaire minimum envisagé à 8,50 €. En France, il est à 9,50 € de l'heure. Alors à Berlin, on espère une avancée sociale grâce à l'Europe. Ce soir, Elisabeth assiste à une réunion du SPD sur ce que l'Europe peut lui apporter. Pour commencer, je vous propose un petit rappel sur le fonctionnement de l'Europe. Au programme, beaucoup de pédagogie, mais Elisabeth n'est pas vraiment convaincue. Moi, je pense que ces grands partis ne sont pas vraiment la solution, car ils parlent surtout entre eux, alors que les petits partis sont plus proches des gens. J'espère vraiment qu'un salaire minimum va être mis en place et qu'avec l'Europe, tout cela fonctionne un jour. Après la rigueur de Gerhard Schröder, les travailleurs pauvres allemands espèrent de l'Europe plus d'harmonisation sociale. Il faudra encore patienter, le salaire minimum ne sera pas mis en place avant le 1er janvier 2017. Voilà un reportage signé Germain Andrieux. Je vais m'adresser tout de suite à mes invités journalistes allemands. Alors, ces mini-jobs où on peut se faire licencier facilement, où on est payé à 450 € le mois, cette flexibilité, c'est ça le prix à payer pour être le bon élève de l'Europe? Je pense une partie, oui, c'est ça. Et avec les salaires minimum, il faut voir que, naturellement, une partie des postes qui existent aujourd'hui vont disparaître. Il n'y a pas de question. Certaines parties des entreprises vont être capables de passer des coûts supplémentaires à leurs clients, mais ceux qui ne peuvent pas faire ça vont supprimer ces postes. Alors, c'est-à-dire, ce ne sera pas bon pour l'emploi. C'est une concession pour la politique sociale, c'est bien, et moi je ne suis pas contre le salaire minimum, mais je crois pour l'emploi, on va payer un prix. C'est vrai que peut-être M. Schröder, alors l'ancien chancelier, a un peu exagéré avec ses réformes de la politique sociale, avec son agenda 2010, comment ça s'appelle chez nous. Et c'est vrai qu'il a exagéré parce que quand même le travail précaire a énormément augmenté en Allemagne. Oui, c'était un problème, c'est la vérité. Ça concerne un salarié sur 4. Et c'est pour ça que maintenant le gouvernement allemand a corrigé un petit peu le cap et on va introduire un SMIC en 2017, de ce qui était évoqué dans votre petit film. Dans le reportage. C'est une bonne chose. D'autre côté, il y a aussi beaucoup de critiques en ce qui concerne le SMIC en Allemagne. Ce que mon collègue vient d'évoquer, par exemple en Allemagne de l'Est, les salaires en général sont beaucoup plus bas qu'à l'ouest de l'Allemagne. Et peut-être beaucoup, par exemple les coiffeurs, c'est un exemple, vont peut-être maintenant perdre leur emploi parce que à ce niveau de salaire, donc c'est cette plus rentable. harmonisation sociale, parce que c'est une harmonisation sociale vis-à-vis des voisins européens, aussi l'établissement SMIC, vous pensez que ça va être négatif pour
Pour l'Allemagne, un SMIC, ça va être négatif pour l'Allemagne? C'est d'un côté, c'est positif, mais c'est vrai. Moi aussi, je suis d'accord avec cette analyse que ça peut coûter des emplois en Allemagne. C'est aussi une vérité. Je ne pense pas que c'est une harmonisation par rapport à l'Est, par exemple. Peut-être par rapport à la France, où le SMIC est à 9,50, mais par rapport à la Pologne, naturellement, ça augmente plutôt la différence. Et si on compare la situation en France et en Allemagne, c'est vrai qu'en Allemagne, on a des gens qui travaillent qui sont pauvres. Mais en fait, on a le choix entre les... François Forêt, quel regard vous portez sur... ce modèle allemand? Je n'ai pas l'expertise de la société allemande de mes collègues, mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est l'Allemagne, décrite comme le chantre de la rigueur, qui ramène sur l'agenda européen le débat sur le salaire minimum. Harmonisation sociale, je crois qu'il faut attendre un peu avant d'en parler, mais en tout cas, voilà, ça y est, on est dans le dur. Dans l'intégration européenne, jusqu'à présent, on a mis en relation des marchés, et maintenant s'ouvre le débat sur finalement le modèle social qui doit contrebalancer l'intégration par le marché. Alors c'est un débat très difficile et on voit bien que quand on parle de salaire minimal, on ne dit pas du tout la même chose selon les pays. Mais enfin, on pose cette question des valeurs et de la solidarité au fondement de l'ordre politique. Alors, on ne fait qu'effleurer le débat dans les élections européennes actuelles. Mais je trouve que c'est aussi une avancée. Et c'est un débat qui va prendre des années. Et c'est un débat qui va déchirer l'Europe, certainement. Est-ce que c'est pas ce que demandent les peuples, qu'on parle un peu de ce, pas nécessairement que d'économie, mais qu'on parle aussi de leurs conditions de vie, de social? C'est certainement inévitable à la longue, naturellement. Si on a une union monétaire, une union économique, le problème d'avoir des standards sociaux se pose naturellement. Mais il faut voir que les fondements pour un système social sont très très différents, à des niveaux très très différents. C'est-à-dire, avant d'harmoniser, par exemple, ce qui est la discussion, une assurance chômage entre la Bulgarie et l'Hollande, ça, il y a des mondes. Par exemple, si on parle de d'harmonisation, regardons par exemple le SMIC. Le SMIC par l'heure en France, c'est 9,50 €. En Allemagne, ça sera peut-être 8,50 €. 8,50 €, ouais. En Grèce ou en Portugal, c'est beaucoup moins, c'est peut-être 6 €. Moi, je ne connais pas le chiffre exact. C'est peut-être. Qu'est-ce que ça veut dire l'harmonisation? Ça veut dire un SMIC inférieur qu'aujourd'hui en France. Ça, c'est les suites de l'harmonisation sociale. D'accord, c'est le modèle français qui devrait se rabaisser. Oui, mais les autres montent. Oui, parce qu'il quand je parlais d'harmonisation sociale, c'est l'harmonisation par le haut. Hein. Oui, mais l'harmonisation, ça veut dire qu'on se retrouve au milieu, finalement. C'est toujours ça. Mais si je peux me permettre, dans le reportage, je trouve qu'il était mentionné des attentes placées en l'Europe pour, en quelque sorte, renforcer la dimension sociale dans la politique nationale. Je crois que c'est là le vrai défi pour l'Union européenne. Concernant les droits fondamentaux, par exemple, l'Union européenne est considérée dans beaucoup de pays comme un rempart contre d'éventuels abus des pouvoirs nationaux. Si l'Europe arrive à jouer ce rôle-là en matière sociale, ça serait un renversement complet de l'image actuelle de l'Union européenne. C'est là le défi. Évidemment, ça ne sera sûrement pas un salaire minimal unique, le même dans tous les pays européens. Mais là, il y a un défi constitutif pour l'Union européenne. Je ne crois pas qu'elle puisse l'éviter. Pour l'instant, c'est de la compétence exclusive des États. C'est de la politique sociale. Dans un cadre de coordination qui fait que l'Europe pèse quand même. Coordination ouverte. D'accord. Allez, on termine avec le happy voting, où quand l'Europe veut mobiliser ses troupes pour les élections européennes. Happy voting, c'est, on se pose la question, est-ce que ce ne serait pas un remède à l'abstention des jeunes? Regardez, ça swing. Voilà, happy voting, l'abstention, surtout l'abstention des jeunes, c'est ce qu'on craint pour le 25 mai, cette abstention. C'est possible, une forte abstention, François Forêt?
Ah oui, c'est possible, c'est même probable. Moi, je suis toujours content de voir des jeunes qui s'amusent, mais il ne faut pas prendre les jeunes pour des imbéciles non plus. Donc voilà, le vote, c'est sérieux et je crois que les jeunes se mobilisent aussi tout à fait pour des raisons sérieuses. Mais c'est très bien que ça existe, ce genre de campagne. Mais on ne sent pas un engouement. Alors, cette campagne, dans cette campagne électorale européenne, comment vous la voyez? Oui, alors, en France, elle intervient juste après des municipales. Alors, la campagne électorale, on doit le dire, n'est pas hyper passionnante, si j'ose dire. Bon, pourquoi un taux d'abstention aussi élevé? À mon avis, la raison, c'est qu'on ne peut pas réparer avec une campagne électorale qui dure un mois les dégâts qu'on a fait pendant des années avant. Les dégâts, ça veut dire que les politiques, surtout les politiques nationaux, en Allemagne, en France, pratiquement dans tout, parlent très mauvais de l'Union européenne. On accuse tout le temps Bruxelles, les institutions européennes, quand quelque chose ne va pas. Et on n'arrive pas à vendre, et même dans les médias, dans vos médias respectifs, vous arrivez à vendre l'Europe. Vous arrivez à vendre Tom oui, on essaie, mais de toute façon, naturellement, nous, on ne fait pas la politique. C'est-à-dire, si les politiciens nationaux font l'Union européenne le bouc émissaire pour tous les maux qu'ils ont causés eux-mêmes, nous, on ne peut pas réparer ça. Moi, je crois qu'il y a un élément qui me rend un peu plus optimiste, entre guillemets, je veux dire, pour le vote, c'est la crise en Ukraine. Moi, je pourrais m'imaginer que, notamment dans les pays de l'Est, ça va augmenter le taux de participation éventuellement, parce que naturellement, ces pays-là... Les gens vont se sentir concernés. Se sont plus concernés et se refugent un peu vers l'Europe, avec les menaces qu'ils ont à leur frontière Est. Merci en tout cas à mes trois invités d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin d'Europe Hebdo. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.